Merci de nous rejoindre pour la deuxième session de Communauté pour l'égalité des genres. Comment mener un changement institutionnel dans la gouvernance? Je m'appelle Tracy Vavrick, co-directrice de l'apprentissage et l'engagement des réseaux aux Fondations communautaires du Canada. Je suis accompagnée de ma collègue Cindy Lindsay, co-directrice de l'engagement de l'apprentissage, et Minji Hong. Nous sommes honorés de vous accueillir au webinaire aujourd'hui. En tant qu'organisme national, les fondations communautaires du Canada exercent leur activité sur tout le territoire traditionnellement connu sous le nom de l'île de Tortue. La première fondation communautaire du Canada a été fondée et créée en 1921 à Winnipeg, au Manitoba, sur le territoire du traité numéro 1. Notre personnel travaille lui-même à distance dans 5 provinces différentes. Il est facile d'oublier que même si nous ne résidons pas tous ensemble et que nous n'exerçons pas tous nos activités au même endroit, notre travail est fondé sur le territoire physique qu'est le Canada. Et notre travail est influencé et affecté par les diverses communautés où notre personnel vit et joue. Aujourd'hui, je me connecte à vous depuis mon domicile à Grand Prairie, en Alberta, sur le territoire du traité numéro 8, qui est le territoire traditionnel des Métis de la Kelly Lake Métis Settlement Society et de la Première Nation Beaver. Et je suis reconnaissante de vivre, d'apprendre et de travailler sur le territoire traditionnel du traité numéro 8. Et je continue d'apprendre comment je peux être une meilleure amie de nos communautés autochtones et partager ce parcours avec les premiers habitants de ces terres. Aujourd'hui, des membres du personnel et du conseil d'administration de tout le pays nous rejoignent. J'apprécie chacun d'entre vous pour votre engagement, explorer les moyens de développer votre fondation et pour la manière dont vous travaillez en équipe. Alors que nous commençons, je vais vous rappeler que la séance d'aujourd'hui sera enregistrée, sera disponible pour vous à la suite dans la section ressources en ligne sur notre page. Il est aussi offert en anglais et en français. Veuillez choisir votre langue de préférence en bas de l'écran. Juste quelques rappels amicaux à propos de Zoom pour que vous ayez la meilleure expérience possible. Veuillez utiliser l'affichage de galerie. Veuillez activer le mode. Sachez que vous pouvez nous voir, mais nous ne pouvons pas vous voir. Donc, utilisez la boîte de discussion pour toute question. Cette session est prévue pour 90 minutes et nous commencerons par notre présentation, puis passerons à une période de questions et réponses de 15 minutes. Aujourd'hui, je suis très honorée de vous présenter on va regarder les stratégies clés, comment mener des changements culturels en intégrant à l'évolution du pouvoir et le changement culturel, tout en intégrant les changements de politique. Il faut les conseils, en ayant la diversité dans notre conseil, c'est très important de les avoir. Nous sommes ravis de vous présenter cette session avec Ruth Moshi Ramirez, la directrice de The Inclusion Project. Ruth est la fondatrice et directrice générale du projet Inclusion. Ruth apporte une vaste expérience vécue en expertise fondée à son travail en matière d'équité raciale, de diversité et d'inclusion. Ses recherches et sa conception de solutions se concentrent sur l'approche intersectionnelle et intergénérationnelle pour aborder des questions complexes de la race, de la décolonisation et de l'égalité des sexes. Elle dirige l'élaboration de stratégies organisationnelles en matière de DI, à l'accompagnement de parties prenantes à plusieurs niveaux dans les secteurs publics et privés, notamment dans les domaines de la finance, de la technologie, des organismes sans but lucratif et des médias et des universités. Ruth est indigène de la tribu Yoruba de l'ouest de Nigeria et elle est immigrée au Canada en 2015 pour poursuivre une maîtrise en communication interculturelle et internationale à l'université Royal Roads. Elle nous rejoint chez elle à Victoria, en Colombie-Britannique. On est aussi, Joanna Kerr se rejoint à nous aujourd'hui aussi.
Elle est directrice générale de Makeway, un organisme caritatif national de premier plan qui a établi des partenariats et des solutions pour aider la nature et les communautés à prospérer ensemble. Joanna a dirigé Greenpeace Canada en tant que directrice générale, travaillant pour mettre fin au changement climatique et protéger la précieuse biodiversité tout en soutenant les droits des Autochtones. Elle a été la première femme à occuper le poste de directrice générale d'ActionAid International, travaillant dans 50 pays avec les communautés les plus marginalisées pour lutter contre les inégalités. Elle a dirigé l'Association pour les droits de la femme dans le développement, la transformant. Elle a également dirigé l'Association pour les droits de la femme dans le développement, la transformant en l'un des plus importants rassembleurs d'influenceurs féministes mondiaux en matière de financement de l'égalité des genres. Joanna elle siège le Fonds d'égalité de Fonds mondial pour les femmes du Canada et elle siège au conseil d'administration Gender at Work, Greenpeace Africa, the Noble Women's Initiative et Society for International Development, SCIVIS. Merci, Ruth, de nous rejoindre. Merci, Tracy. À chaque fois que je peux partager mon espace et d'être ici avec vous, je ne prends pas au léger. Je suis très excitée de parler avec vous aujourd'hui. Et aussi, j'aimerais reconnaître tout le travail que Tracy et votre équipe entreprend pour continuer ces discussions et mettre ces problèmes à l'avant. Alors, je vous parle du territoire Victoria, qui est connu le territoire autochtone. C'est tellement beau ici. Et c'est tout bien, on travaille tous ensemble. Joanna, je suis ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour le parcours d'apprentissage et tout ce que vous allez partager avec nous. Mais avant de commencer, je vais juste rappeler à tous des conversations antérieures qu'on a eues et comment tout ça revient à diriger le changement institutionnel dans le gouvernement. Merci, Tracy, pour afficher les diapositives. S'il y en a parmi vous qui n'étaient pas qui faisaient part à la séance auparavant, on a touché sur tous ces thèmes de devenir un allié, l'implication, la responsabilité, l'activisme, la sensibilisation, la responsabilité, comme on doit continuer à aborder ce thème jusqu'à qu'on ait les réponses qu'on a besoin. Et l'activisme qui est très important et l'éducation et le parcours d'apprentissage qu'on a besoin. Et certainement, prendre tout ça et le mettre à l'action. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est l'action. Quelles sont les stratégies pratiques nous devons prendre de l'avant pour pouvoir faire face à tous ces changements. Mais on va regarder les numéros, les résultats pour nous rappeler. Des fois, il faut juste mettre ça à la tête. On va aller à la prochaine diapositive. Alors, la diversité dans la direction et la gouvernance des conseils d'administration à le moment, c'est sans dire qu'il y a beaucoup de diversité et beaucoup de conseils, des conseils administrateurs et des organismes publicatifs manquent de diversité, ne sont pas suffisamment représentatifs des communautés qu'ils servent. Je pense que vous serez tous d'accord de ça. C'est de ça. Alors, 20,7% des minorités visibles, il y a seulement 20,7% des minorités visibles qui siègent au conseil. Le 18,9% des immigrants siègent au conseil d'administration nationale. Les personnes avec handicapées, c'est seulement 9%. La communauté LGBTQ, c'est 13,1%. Et certainement, les membres des Premières Nations, Métis et Inuits font seulement 3,6% des conseils. Leurs numéros sont très
préoccupant car c'est seulement 3,6%. Et si ça, je pense que c'est une bonne réflexion pour voir d'où on est en tant que secteur, en tant que personne, les expériences vécues. Regardons comment les gens, historiquement et traditionnellement, s'excusent. Au cas où que vous ou quelqu'un dans votre réseau a dit quelque chose comme ça, pas exactement, ou quelque chose qui ressemble, je n'ai pas demandé de privilège, je suis née dedans, donc c'est pas ma faute. Ben, non, j'ai peut-être des privilèges, mais j'ai travaillé pour tout ce que j'ai. N'avons-nous pas déjà fait assez de ce travail de diversité et d'inclusion? Nous n'avons jamais de temps pour d'autres choses. Je veux croire que tout le monde qui fait partie de cet appel, qu'on n'a pas fait encore aussi davantage, mais les déclarations comme celle-ci sont entendues très, très souvent. Alors, il y a encore d'autres choses. L'équité entre les gens, l'inclusion raciale, droit des indigènes, pourquoi l'intersectionnalité est-elle importante? Quelle différence une personne peut vraiment faire? Quelles sont les meilleures pratiques en matière de changement culturel ou au niveau individuel et national? Ça, c'est des questions c'est juste des excuses pour s'excuser soi-même ou de se responsabiliser. Mais pour nous, c'est comprendre que c'est important d'aborder ces questions dans les conversations pour savoir quelle meilleure pratique utiliser, comment répondre à ces questions. Avec tellement de travail à accomplir, comment pouvons-nous suivre nos efforts et demeurer responsables devant les communautés que nous servons? Alors, on peut juste faire un peu, on espère pouvoir vous mener sur ce parcours en pouvant peut-être tenter de répondre à ces questions. Alors, les données qu'on a vues, ce pas des données qui ont été révélées il y a longtemps, mais ce sont très, très récentes et qui visent vraiment sur la situation, même dans le secteur à but non lucratif, là qu'on est un peu plus éveillé aux réalités de certains groupes, mais toujours, on a beaucoup à aborder. Alors, je me sens très gratifiante de pouvoir avoir cette conversation aujourd'hui. Alors, comment créer une culture inclusive pour la gouvernance? Et ça vient de la conversation précédente. Alors, c'est vraiment, oui, on commence par entamer la conversation. On peut commencer, mais c'est jamais assez. Alors aussi, on doit évaluer le niveau actuel de l'inclusivité dans notre organisme, développer des politiques et des pratiques de gouvernance inclusive. Et Johanna est ici avec nous. Aujourd'hui, elle va partager ses histoires et ses expériences pour vous donner notre perspective et tout ce qu'elle peut apporter pour traduire cette pratique et politique en des actions tangibles pour intégrer une culture d'inclusion avec les objectifs et critères de référence et pour avoir adopté des stratégies pour créer une culture d'apprentissage et de dynamisme et la culture d'intégration avec des objectifs et des critères de référence. Alors ça, c'est des conversations qu'on a eues précédemment, mais juste pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, aujourd'hui, on va explorer le pouvoir de nos histoires. Johanna va partager avec nous. Je suis juste pour vous rappeler que je suis très contente d'entendre tout ce que Johanna va nous dire. Ça va être des leçons de leadership sur le féminisme intersectionnel et la gouvernance du secteur créatif. On va voir les voies pour l'équité, le changement institutionnel et l'évolution des structures de pouvoir dans le secteur. Aussi, comment
créer des modèles inclusifs pour l'intersectionnalité et la responsabilité. Alors là, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Johanna et lui accueillir à la conversation qu'on va avoir pour la prochaine. Bienvenue, Johanna. Merci, Ruth. Je n'ai pas à lire votre bio. Johanna est la présidente et PDG de Wake. Et juste en regardant Make Way, et juste en regardant votre biographie, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accompli pendant votre parcours professionnel, oui, on voit clairement que vous apportez beaucoup d'expérience et beaucoup à dire à cette conversation sur l'intersectionnalité et le féminisme. Alors, pour commencer, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce qu'on mène cette conversation autour de cette conversation qui est le gouvernement inclusif et le changement institutionnel? Merci, Ruth. Je me sens assez nerveuse. Peut-être qu'ils vont attendre trop de moi, mais vraiment, c'est un honneur d'être ici, de vous joindre et joindre la Fondation communautaire de Canada et participer dans l'une de vos conférences à Victoria il y a longtemps. Alors, de vous revoir, c'est un vrai plaisir. J'aimerais être ici en tant que représentante de quelqu'un qui siège au conseil de le Fonds d'égalité, et le Fonds d'égalité s'engage à l'intersectionnalité féministe. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord? Pour moi, le féminisme, c'est comme une idée radicale que les femmes et les jeunes filles méritent l'égalité. Et c'est une idée folle. Et l'intersectionnalité, c'est vraiment comprendre que nous devons informer nos processus et nos objectifs depuis beaucoup de différentes expériences vécues, car si vous êtes une femme avec des handicaps, une femme noire, autochtone, lesbienne, n'importe quoi votre identité ou votre expérience, vous allez sentir le pouvoir, le privilège, la discrimination d'une autre façon. Alors, comment amener tout ça ensemble pour pouvoir adresser toutes les complexités qui sont les changements sociaux qu'on veut apporter? Alors, il faut vraiment avoir une perspective beaucoup plus riche qui est visée sur l'égalité, la justice et le bien-être de tous. Et c'est ma religion, vraiment. Je me souviens que quand j'habitais au centre-ville de Toronto et il y avait des personnes, des hommes qui cognaient la porte et ils étaient là pour me convertir. Et je leur disais, j'ai déjà une religion, c'est l'intersectionnalité féministe. Et regardez, c'est bon, d'accord, merci. Je peux juste m'imaginer comment ça a été ça. Alors, en regardant au parcours que vous avez vécu, je peux voir comment du jour à jour, c'est quelque chose que vous pratiquez, c'est quelque chose que vous appuyez et vous êtes championne et vous continuez à essayer de faire valoriser. Alors, en regardant tout ce qui nous rejoint aujourd'hui, des dirigeants de conseils d'administration des fondations communautaires du Canada, de partout au Canada, je sais que il y a une belle relation entre les fondations communautaires et aussi l'égalité des genres. Alors, quelques-unes des questions qu'on veut adresser, c'est comment attirer les membres des conseils d'administration, comment leur faire part de la communication, de la conversation. Et j'aimerais vous entendre parler de comment adresser la complexité du changement social, de l'impact qu'on doit avoir et qu'on a pour pouvoir nous mener de l'avant.
Alors, on a reçu beaucoup de questions à ce sujet. On aimerait entendre de votre côté comment un conseil inclusif a l'air. Bon, donc, pour pour moi-même, mon père était un ingénieur en minerie et il habitait en Tanzanie et il travaillait pour le gouvernement de Tanzanie. Donc, quand j'étais jeune, je comprenais bien le privilège d'avoir la peau blanche, de vivre, même si on avait juste une petite maison avec seulement 2 chambres à coucher, un air climatisé qui était dans la chambre de mes parents et on n'avait pas grand-chose, mais on avait beaucoup plus que les autres. Mais ma mère m'a dit que c'est juste parce que on pouvait faire bouillir notre eau, on était privilégiés. Et ça m'a frappé fort quand j'étais jeune, très jeune, et je me suis rendu compte de mon privilège. Et les communautés qui vivent pauvres autour de nous. Donc, mon travail a commencé dans le développement international, les droits des femmes, les droits de l'homme, le changement climatique. Et maintenant, il y a un objectif à la nature. Alors, demandons à la nature pourquoi la diversité et l'inclusion est si importante. Pour ceux qui nous écoutent de l'ouest du Canada, vous êtes tous très familiers avec les horreurs des feux de forêt et ce qui arrive quand du feu brûle dans des forêts gestionnées ou les forêts qui ne sont pas gestionnées, qui sont plus sauvages, alors celles qui a beaucoup de différentes espèces va se reprendre beaucoup plus vite. Alors, je pense que plus on a de diversité, plus qu'on est résistant. Et aussi, si vous regardez les entreprises qui ont survécu la crise de 2008 où beaucoup d'hommes blancs étaient les dirigeants d'entreprises qui ont tombé fort. Il y en a beaucoup qui ont dit s'il y avait de la diversité sur ces conseils, peut-être ce ne serait pas toute la planète qui aurait vécu cette crise financière. Donc, il y a une rationale qui s'applique en ce qui est la résilience et les perspectives multiples sur pourquoi c'est important d'avoir ça dans votre conseil. Et surtout pour les fondations communautaires qui servent les communautés diverses. Alors, les conseils doivent refléter les gens qu'ils représentent, les gens qui dirigent les projets, qui essayent de bâtir un monde qui vise à leur bien-être et leur justice. Alors, ça, c'est le rationnel de pourquoi. Mais comment? Mais je pense que vous m'avez demandé ça, comment le faire? Je pense que simplement, c'est juste avoir l'intention. Et je pense que la grande erreur que beaucoup de gens, si vous êtes le président du conseil ou le PDG ou la personne dans le conseil, c'est que vous recherchez la personne noire qui vienne représenter les Noirs ou l'Autochtone pour représenter les Autochtones. Donc, alors, c'est token, mais c'est pas vraiment comment nous existons. Moi, je suis lesbienne, j'habite en Ontario, j'adore la nature, j'ai un chien, j'ai beaucoup d'identités et je n'entendrai pas juste en réclamer une identité. Alors, c'est vraiment d'apporter apporter des gens qui peuvent servir les intérêts de votre fondation, votre organisme,
qui vont apporter une perspective qui est et des compétences, des nouvelles compétences que vous voulez vraiment amener à la table pour que les discussions et les prises de décision soient plus appropriées, plus dynamiques. Alors, si je peux juste aller de côté et dire que tout le monde connaît l'histoire de la fondation de Community. Alors, le fonds d'égalité, d'abord, il y avait une organisation qui s'appelait Match International qui a aussi commencé à Manitoba. Donc, merci pour ça, Manitoba. Et aussi, pendant 40 ans, il y avait un développement international qui regardait l'égalité internationale pour beaucoup de raisons. L'environnement politique et interne, il a perdu ses fonds, alors il l'a fermé. Donc, le conseil a fermé mais il y avait un membre qui recevait toujours tous les courriers. Alors, un jour, elle a ouvert une lettre et il y avait un chèque pour 500 000 $. C'était un avocat qui avait dit une femme avait laissé dans son héritage un testament 500 000 $ pour la fondation. Alors, quelqu'un a dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire si l'organisme est déjà fermé? Alors, quoi faire? Donc, ce conseil a fait quelque chose de très risqué et ils ont dit, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ils ont engagé Jessica Tolman pour qu'elle regarde partout. Alors, elle est venue. Elle a dit, il n'y a pas de fonds international pour Canada. Alors, c'est là que j'ai rejoint le conseil. Alors, on est allé de Match International, on est devenu Match International, le Fonds des femmes internationales Match. Alors, on s'est développé ici avec ce fonds de femmes. Et là, on avait une grande possibilité de viser les fonds d'égalité, mais pas seulement des subventions, mais aussi l'investissement d'impact. Alors, il y avait la philanthropie, influencer la philanthropie, l'investissement d'impact et aussi la création de subventions. Alors, on a pris ces 3 thèmes et on les a rassemblés aussi en partenariat avec la Fondation communautaire de Canada. Et là, on a eu aussi une subvention du gouvernement fédéral de 300 000 $. Alors là, comme moi, j'étais le président du conseil, alors en essayant de naviguer dans tout ça, notre conseil est un groupe de personnes très diverses de partout sur l'île de la Tortue, mais on était très agiles. Ça, c'était le plus important. Alors qu'on bougeait dans cette nouvelle phase, on allait de Match International Women's Fund à la Fondation d'égalité des femmes. Alors, on disait, bon, notre travail est fini et on va le donner à quelqu'un d'autre et voir qu'est-ce qui arrive. Mais ce partenariat qu'on a créé, International Women's, la communauté, des fondations communautaires ont dit non, on veut que vous soyez, que vous dirigez l'équipe et qu'on on continue de là. Alors, ça fait maintenant 2 ans qu'on était 10 membres, maintenant on est 5 et c'est nous qui dirigeons tout. C'est les 5 de Matchboard. Et là, on s'est développé à 18 conseils de partout dans le monde. Nous représentons les femmes qui sont des experts dans l'investissement d'impact, des experts en philanthropie, des avocates, des financières, mais aussi notre engagement est de trouver des gens qui ne vont pas représenter l'Afrique ou l'Asie ou qui vont représenter les Autochtones. On veut que tout le monde se rassemble et que tous ces engagements se rassemblent pour pouvoir développer et créer quelque chose qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe. Et aussi,
comme on doit co-diriger avec une dirigeante panafricaine qui est incroyable, formidable. Elle dirige avec moi, la co-directrice. Alors, les deux, on, on dirige ce conseil. Et ce parcours est tellement beau, il est tellement excitant de pouvoir créer quelque chose de divers. Joanna, juste vous entendre parler et tout ce qui sort de votre tête, moi, j'étais vraiment, oui, ça m'a touché sur tellement de niveaux. De d'abord reconnaître votre privilège de quelqu'un qui nous présente et être dans ce contexte en Afrique et comment ça, qu'est-ce que ça apporte au parcours, votre parcours qui est le travail de votre vie. Alors, en touchant sur, j'ai beaucoup aimé comment vous avez parlé de la diversité et l'importance d'apporter la diversité au conseil et comment on a changé. Et l'exemple que vous avez donné sur la récession mondiale et comment le changement de pouvoir a changé et la nécessité de ce changement de pouvoir et qui étaient les déteneurs de pouvoir en ce temps et où ça nous a menés. Et quel meilleur moment de réfléchir sur ça, sur ce qui nous arrive maintenant. Et je pense au travail qu'on fait maintenant à l'Inclusion Project et notre besoin de l'inclusivité, les recherches, les données qui nous révèlent qu'on a vraiment besoin de repenser nos conversations et les thèmes. On doit repenser les structures anciennes et aussi, il nous montre que en tant qu'organisation, on doit penser et être certain que ce n'est pas juste les mêmes personnes qui reviennent et reviennent temps à autre. Et aussi, j'ai vraiment aimé comment vous avez parlé de l'intersectionnalité et quoi faire en ce niveau. Et votre histoire si forte de l'histoire, le parcours, le fond de l'égalité des genres. Et j'aimerais entendre les questions qu'il y a les participants. Et quel parcours d'aller de 10 à 5 et maintenant que vous êtes 18 de partout dans le monde. Je suis très contente d'être là et d'apprendre de tout ce que vous avez à nous dire. Avant de me poser la prochaine question, j'aimerais juste dire une chose de plus, c'est que je pense qu'en ce moment, en ce qui concerne la justice raciale et où nous en sommes et comment on peut voir et comment nous devons regarder notre culture de suprématie blanche et le colonialisme et le privilège. Donc, il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment se cacher en dessous de la table et qui ont vraiment peur de dire la mauvaise chose et ils ne se sentent pas à l'aise ou pas sécures de parler ou de dire qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et oui, il y a ces conversations sont des fois difficiles, mais je pense que pour moi, hein, personnellement, j'ai tellement de privilèges. L'anglais est première langue. Je n'ai pas d'handicap. J'étais née au Canada. J'habite dans un pays qui n'a pas de guerre. Je suis libre. Je suis lesbienne. J'ai de la stabilité, richesse économique. Je suis en santé. Et aussi, j'ai la peau blanche. Et je peux en nommer d'autres. Mais c'était un des commentaires, je ne peux pas rien. Une chose qu'on avait dit, on ne peut pas rien faire parce que j'étais née de temps. Oui, vous pouvez faire quelque chose avec votre privilège. Vous pouvez ouvrir des portes. Vous pouvez partager votre réseau. Vous pouvez... Toutes les choses que le privilège vous a données, ce sont vos super pouvoirs. Alors, comment les laisser, les libérer pour bouger la balance du pouvoir, de prendre un pas de côté pour laisser
à d'autres pouvoir faire partie de ce pouvoir. Alors, je ne peux pas arrêter d'être blanche, mais il y a tellement de choses que je peux faire avec le privilège que j'ai à, à entreprendre la justice et aussi les crises environnementales. Je suis tellement contente que vous avez dit ces mots. Et je ne pense pas que j'aurais pu dire ça plus clairement que vous. Et juste pour dire on ne peut pas parler de changer les cultures ou d'adresser le dynamique de pouvoir dans le système, dans les institutions, sans parler de où se trouve ce pouvoir et qu'est-ce que c'est le privilège et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce privilège pour mener le changement. Alors, merci beaucoup pour ces mots. Je voulais aussi, je pense que vous avez dit que même avec des organisations qui ont une bonne intention, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils peuvent parce que c'est du travail qui c'est pas vraiment confortable, on se sent pas vraiment à l'aise à faire. Il faut diriger des thèmes qui sont un peu incommodes. Alors, il y a beaucoup de dirigeants d'organisations ne veulent pas aller dans cette direction. Alors, dans votre opinion, comment pouvons-nous tous ensemble dépasser ces thèmes superficiels de tokenisme à faire un travail plus profond pour s'assurer qu'on va où on doit aller et que le travail est fait. Bon, c'est ça le travail. Ce qu'on fait maintenant est le travail. Donc, si vous dirigez une fondation communautaire et que vous voulez que votre communauté soit en santé et interconnectée et sans discrimination et oppression et faim, le travail est de comprendre comment nous sommes interconnectés et comment notre pouvoir et notre privilège peut renforcer la discrimination et les points aveugles et tout ça. Alors, c'est pas juste un projet dans ressources humaines ici, c'est vraiment le travail. C'est tout le travail qu'on doit faire pour mettre fin à la polarisation dans notre société. C'est tout le travail qu'on doit entreprendre pour vraiment nous voir les uns les autres et les relations. On est tous dans ça ensemble. On y est tous impliqués. Donc, pour tellement d'entre nous qui n'ont pas d'éducation, qui ne savent pas, qui n'ont jamais appris de les écoles institutionnelles, les changements qu'on ressent à comprendre ce que nos ancêtres ont vécu et ce qu'on continue à faire, il faut juste continuer à faire le travail. Et tous les préjugés inconscients, toutes les petites choses qu'on dit, on doit vraiment travailler sur ça. Et c'est le travail, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment un travail, les racines, le cœur du travail, si on croyons tous en un monde où il y a, tout le monde peut avoir une maison, peut manger, la démocratie, si on veut tous ce même objectif, on vise tout ça, alors on doit tous travailler ensemble, on doit tous se voir, pas comme si on est tous pareils, mais comme des personnes avec nos différences incroyables et tellement belles et la beauté de cette diversité. Tellement de choses que je veux dire de ça. Comme vous avez dit, c'est ça et qu'on n'a pas de choix, mais de continuer
à poursuivre, aller de l'avant. Et ce que vous avez dit avant sur the Inclusion Project, sur l'équité de l'emploi, n'est pas juste un projet en ressources humaines, mais c'est que pas les thèmes, c'est juste le problème d'un groupe ou d'un autre. C'est que dans les groupes qui recherchent l'équité, on doit changer ça à pas les groupes qui recherchent l'équité, mais qui méritent l'équité. N'importe quelle la catégorie, les femmes, les autochtones, on doit comprendre le l'onus qui est placé sur nous pour placer ce changement et de vraiment regarder et être conscient de notre privilège et ce qu'on peut faire pour mener et diriger ce changement. Alors, je veux dire que dans mon organisme, je dirige ce travail. En tant que PDG, je suis responsable. Donc, oui, on a aussi du personnel, mais c'est à moi qui incombe la responsabilité avec courage et initiative. Alors, vous avez déjà entrepris quelques-unes des questions qu'on a touchées. Qu'est-ce que c'est? Alors, ce que vous dites, c'est de commencer du top en haut et aller là dans les autres niveaux. Alors, une question que quelqu'un a demandé dans la boîte de discussion, c'est une petite fondation communautaire, même si il n'y a pas de grosse diversité ici, qu'est-ce que c'est un objectif raisonnable qu'on devrait avoir? Est-ce que le pourcentage de Noirs autochtones et autres personnes de couleur dans notre communauté, est-ce qu'on devrait les intégrer? Merci. À qui a posé cette question? Vous savez, comme de n'importe où vous êtes, dans n'importe quel pays, vous êtes sur un territoire autochtone. Donc, au moins, la façon que vous pouvez faire intégrer du leadership autochtone, c'est vraiment important à ce niveau. Mais je crois que ce que Ruth et moi essayons de dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de formes, de types de diversité. Alors, ça peut être les gens avec des expériences vécues, des gens qui ont vécu la pauvreté, est-ce qu'ils font partie de votre conseil? Les gens avec des handicaps, est-ce qu'ils sont sur votre conseil? Il y a beaucoup de façons sur lesquelles votre conseil peut faire preuve ou peut, si c'est une communauté petite, il y a beaucoup de formes ou beaucoup de communautés mondiales ou beaucoup de communautés qui sont homophobes. Est-ce que, et de voir, est-ce qu'il y a des personnes qui font partie de la communauté LGBTQ qui font partie de votre conseil? Et je pense que si on regarde à qui vous subventionnez l'argent, alors si vous regardez vos partenaires, à qui vous donnez les fonds, alors vous devez vous mettre dans leurs souliers et dire, est-ce qu'ils sont bien représentés? Et on entend beaucoup dans nos cercles, c'est qu'il faut juste regarder dans notre propre cercle. Qui sont vos meilleurs amis? Qui sont les personnes avec qui vous vous rejoignez? Est-ce que vous avez des bonnes intentions sans prendre des actions qui vont importer? Alors, il faut vraiment se poser cette question. Qui est présent à la table? Qui n'est pas dans la salle? Alors, ça me fait penser à mon histoire que je pense que j'aimerais partager. Alors, dans mon cas particulier, d'être de Nigerie, je suis venue il y a 5-6 ans et j'avais pas l'intention de rester au Canada. Je suis venue pour ma maîtrise et je pensais juste étudier ici et partir. Mais mon propre parcours avec les fondations communautaires en Victoria, je me suis présentée, j'ai dit,
bon, même si je ne me ressemble pas à vous ou je ne parle pas de la même façon, il y a ici une possibilité que j'aimerais explorer. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je peux apporter à l'équipe? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre et enseigner? Et quelqu'un m'a donné la chance. Comme quelqu'un l'a dit, quand, quand c'est une question d'engager quelqu'un, c'est la confiance et la relation. Combien de confiance voulez-vous apporter, voulez-vous donner à quelque chose que vous ne connaissez pas? Alors, la raison que je suis ici, la décision pour laquelle j'ai décidé de faire du Canada ma maison, c'est parce que quelqu'un a décidé de voir la beauté dans la différence. Et je pense que ça, c'est un pas dans la direction qu'on doit prendre pour pouvoir avoir une communauté plus représentative des personnes qui vivent et aussi apporter ça au conseil. Et on parlait à politique, quand on regarde comment bouger. Je suis très contente d'entendre que dans votre organisation, vous êtes la dirigeante de celle qui mène le changement. Mais comment c'est important pour nous de traduire ça en politique, qui sont écrites et qui sont accessibles à tous dans l'équipe? Pourquoi la politique est une bonne place de commencer et comment ça peut traduire les politiques en des résultats tangibles? Donc, la politique est une politique est juste un papier, un document écrit. Mais la formulation de ces paroles sur un dossier, sur un papier, c'est le résultat de beaucoup de conversations. Donc, une politique, c'est le produit final du processus de vraiment avoir une idée claire de ce qu'on veut, de notre objectif et de quoi on veut se tenir responsable. Donc, ce serait terrible si c'est juste quelqu'un dans l'organisme qui prend une politique de l'Internet et dit, bon, ici, voilà, ça va être politique. Non, il faut vraiment entreprendre une conversation et comprendre bien qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Peut-être un peu controversé ce que je vais dire, mais je pense qu'il est là. C'est un processus et là, on a une politique qu'on se tient responsable, mais vous savez, la culture mange la stratégie pour le petit déjeuner. Je pense que 80 il faut, il faut mener des efforts 80 de plus pour avoir une culture d'inclusion. Parce que je pense que c'est très facile de dire, bon, on a un document là qui explique tout, mais il faut vraiment juste comprendre qu'est-ce que c'est créer une culture où les personnes se sentent bien de se sentir eux-mêmes, qui sont respectés, qui sont bien vus et qu'on peut avoir ces conversations de la justice raciale et le privilège blanc et la suprématie blanche et la fragilité blanche et tout ça et les traumas et justice et tous ces thèmes qu'on doit avoir, ça prendre beaucoup plus de temps. Et c'est aussi de créer une culture où on célèbre la diversité, où c'est la diversité est une bonne chose, c'est une divertissante. Ruth, vous et moi connaissons quand il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de différentes expériences de partout dans le monde et de beaucoup de parcours et de voir tout ça ressembler et comme vous apportez cette curiosité dans cette relation, d'en vouloir accroître ces relations, alors on est juste plus riche après. Alors, si pour moi, c'est vraiment comment créer cette culture. Et là, je veux retourner au fond d'égalité parce que en tant que conseil, on a beaucoup de soins, d'amour, d'amitié. La, la
on est tous des sœurs curieuses. Il y a un respect mutuel entre nous. Tout le risque, la prise de risque, le courage, je sais pas. C'est un courage, le gros courage. Cette partie de notre culture, comment nous protégeons ça sans devenir trop bureaucratique? Alors pour moi, ça c'est vraiment une des de parties de la diversité et l'inclusion. Vous voulez que ça soit les cultures qui viennent de ça, c'est vraiment de regarder des perspectives multiples et la curiosité. Oui, cette notion que l'interconnectivité fait partie de la solution et la solidarité fait partie de cette solution. Donc, nous passons beaucoup de ce temps à vraiment essayer de faire ça fleurir, notre sauce secrète, quoi dire. Et juste vous dire, parler de ça, je pense à d'une façon, c'est un concept curieux pour beaucoup de gens de comment traduire son privilège et son pouvoir en quelque chose qui peut aider à d'autres. Je pense qu'une chose que je vous ai entendu parler, c'est le besoin de vraiment se responsabiliser. Se responsabilité autour de politique. Les politiques sont vraiment juste le résultat de tout le parcours. Et ce parcours commence en posant les questions. Qui n'est pas à la table? Qui n'est pas dans la salle? Qui n'est pas représenté? Alors, quand on peut répondre, commence à répondre à ces questions et là, quand on commence à croître la diversité, on va pouvoir avoir les déclarations de politique, avoir plus de représentation et être plus inclusif et tout ça qu'on recherche. Alors, il y a une autre question que je vois dans le chat, la discussion, mais avant de commencer, je pense aux communautés, certainement. Cette conversation est très importante à cet espace aujourd'hui. Le changement il faut parler de communauté si on veut parler de le changement de pouvoir, mais comment on ouvre les communautés. Et je vais regarder une question que Judy demande dans la discussion. Comment avez-vous appris de fondation communautaire? Ça, c'est un obstacle. Il y en a beaucoup qui posent ces questions, surtout dans des communautés où c'est très homogène. Et comment dire son message, comment dire, comment pouvoir s'ouvrir et ouvrir la communauté, avoir à qu'ils prennent et collaborent. Bon, je vous incite à tous, on fait ça chez McWay et les fonds d'équalité, c'est d'avoir juste dire et publier que vous recherchez des gens et des personnes avec des expériences vécues diverses et vous allez voir que vous allez vraiment surpris de qui va venir. Et c'est juste de publier et de faire l'appel à que ces gens viennent. Et vous allez voir que vous allez voir votre processus, vous allez avoir des interviews avec tout le monde qui veulent participer, mais là, c'est comme ça que vous allez pouvoir les retrouver. S'il y a un partenaire, une organisation partenaire que vous avez confiance, peut-être vous pouvez leur demander de faire cette annonce à votre nom. Si vous avez les ressources, juste une entreprise de recherche qui peut vous aider à rechercher des personnes. Il y a des organismes qui aident, qui visent à aider à faire accroître la diversité dans les organismes. Vous serez vraiment surpris que si vous juste faites appel public,
Alors, vous allez voir il va y avoir tellement de gens qui vont vouloir faire partie d'un conseil comme ça. Et quelque chose d'autre qu'on va faire avec le Fonds d'égalité, c'est de s'assurer qu'il y a toujours deux places pour les donateurs. Oh, non, pas les donateurs, mais ceux à qui on va donner des fonds. Alors, pour que les gens qui reçoivent les défendeurs, les champions des droits des femmes, alors pour avoir eux qui faire partie de la table, qui soient dans la salle. Et comme ça, on va entendre leur point de vue et apporter une nouvelle perspective à la conversation. Et c'est toujours de vouloir créer la prise de décision, de donner la prise de décision, une partie de ça à la communauté aussi, et qui fassent partie de notre processus. Et ça, c'est vraiment le futur et l'avenir de la philanthropie, de la communauté. Comme ça, on va pouvoir vraiment changer le pouvoir. Oui, je pense que je suis très d'accord avec vous. Et dans mon cas en particulier, Julie a une autre question. Pour moi, qui était nouvelle venue au Canada, je me suis rendu compte que moi, je voulais aller faire du travail aussi. Alors, j'ai décidé de faire du bénévolat dans la communauté. Alors, je pense que une autre façon que la fondation communautaire peut se faire plus en vue, puisse être vue. Alors, moi, j'ai aidé les réfugiés qui venaient de Syrie. Alors, peut-être en allant sur ces voies qui sont moins traditionnelles, mais c'est là où suis devenue au courant des fondations communautaires et qu'est-ce qu'ils font. Et j'étais certaine que c'est dans la prochaine étape de ma carrière, je me suis vue dedans. Alors, pour accroître ces relations avec d'autres qui servent les communautés ou les organismes autochtones pour les immigrants ou ceux qui travaillent juste sur la sexualité, les genres ou juste c'est vraiment d'accroître un réseau social et trouver des partenaires. Ça, c'est une autre façon de juste mener à ce changement. Pour être sur un conseil, quelqu'un doit avoir le privilège d'être flexible dans le temps. Alors, les femmes les immigrés qui apprennent la langue, oui, certainement. Il y a toujours des défis dans le processus. Il va certainement toujours avoir des défis si pour sortir de la norme, comme vous voulez. Alors, Joanna, si vous pouvez partager avec nous quelques-uns des défis que vous avez face en ce qui est la communauté ou de promouvoir le changement ou n'importe quoi. Oui, je pense que c'est les attentes. Vous ne voulez pas que le travail que vous faites sur le conseil que soit plus d'extraction. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste penser qu'il y a des gens qui vont venir pour représenter. Une autre chose, c'est que des amis, des collègues vont dire que vous, les Blancs, vous devez apprendre. C'est vous qui devez tout le gros travail. On ne peut pas juste être nous qu'on enseigne tout le temps ou que c'est nous qui fassent tout. Alors, on fait ça depuis des centaines d'années. Alors, ce n'est pas le moment maintenant. Oui, alors, les défis, c'est vraiment de vraiment utiliser le meilleur, bien utiliser le temps, bien utiliser les gens. Alors, pour que tout le monde puisse atteindre un niveau des connaissances, mais d'être vraiment de comprendre quand la vie arrive et de tout d'un coup, il ne peut pas participer ou d'être flexible ou avant quand c'était des réunions face à face. Alors, des fois, il va y avoir des enfants qui vont devoir être dans la salle ou n'importe quoi, mais il faut vraiment accommoder. Il faut vraiment pouvoir être flexible et pour laisser à tous participer dans des conseils internationaux avec des gens qui viennent
une fois par année, il y a des réunions face à face. Alors, les gens qui doivent aussi non seulement avoir tous les papiers et le décale de temps, la fatigue de tout ça. Alors, il faut qu'ils abordent tout ça aussi. Alors, il faut vraiment être connaissant de ça, et être flexible et dire oui, je comprends. Et surtout pour les membres autochtones, que c'est vraiment un environnement qui est sécurisé, ils ne vont pas devoir avoir la parole et enseigner à tous qu'on est tous ici. Et alors là, quand on fait accroître la diversité, de comment s'assurer que beaucoup de gens, quand ils demandent de faire partie du conseil, ils disent moi, j'aime aussi dire non beaucoup. Est-ce que je vais avoir le droit de pas être d'accord? Et je dis oui, certainement. On veut entendre d'autres perspectives. On veut entendre, on veut alors de s'assurer que vous êtes très honnête et transparente des cultures qui existent. En tant que présidente, et j'ai été présidente de beaucoup de conseils internationaux avec beaucoup de diversité. Les défis sont la langue, bien entendu, et d'être certain que ce n'est pas certaines personnes qui parlent tout le temps, et de laisser du temps à tout le monde de parler et de regarder les perspectives les plus controversées et de regarder toutes les façons dont quelqu'un peut participer complètement. Oui, il y en a autre chose. Si on veut entendre quelques histoires, il y a des questions qui rentrent. On se demande si vous voulez partager votre histoire d'une expérience difficile en tant que conversation que vous avez que vous avez eue sur votre conseil en tant que dirigeante de ce travail. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu des conversations difficiles avec quelqu'un du groupe? C'est la diversité de la pensée. Est-ce qu'il y avait des moments où vous avez dû dire non et de dire non, on ne va pas entreprendre ce type de conversation? Oui, je pense que je vais essayer de penser à un exemple en particulier. Il y a eu peut-être un exemple qui peut être important pour les gens des fondations communautaires, c'est surtout avec la philanthropie, les gens avec beaucoup d'argent, qui ont gagné beaucoup d'argent, ils viennent avec beaucoup de confiance dans l'espace et ils savent que non, faire bouger les choses parce qu'ils peuvent lancer de l'argent ou ils connaissent des gens dans des positions très importantes. Donc, il y avait un membre du conseil qui faisait ça tout le temps, qui n'était pas conscient de comment son privilège ou sa richesse ou ses connexions qui interrompaient d'une façon qui n'aidait pas. Donc, en tant que présidente, c'était une conversation en face à face, juste moi et elle. Je sais que vous êtes très excitée de faire partie de cet organisme. Et je sais que vous voulez apporter toute votre idée et vos connexions et on est très ravis que vous soyez là. Et avec votre énergie, vous déplacez d'autres perspectives,
peut-être vous voulez formaliser le processus un peu plus de qui va venir nous aider avec ça. Donc, peut-être n'apportez pas vos amis pour l'instant. Et dans le temps, cette personne a vu, oui, j'ai fait mon travail dans ce conseil et maintenant vous êtes tout seul et je vous laisse. Mais c'était vraiment de juste apprécier les gens d'où ils viennent. Je n'ai aucun problème en tant que présidente de juste euh, arrêter de faire parler quelques-uns pour écouter des autres. Mais le conflit, surtout à cette époque, ça permet, ça permet à beaucoup de gens de trouver les façons de faire leur propre travail. Cette année qui s'est passée, j'ai entendu de quelques membres de conseil, pas quel conseil parce que je fais partie de plusieurs, mais c'est quelques membres qui étaient des hommes blancs qui ont dit, oh, je dois partir, je me retire de ce conseil et parce que non, c'est pas ma place, c'est plus ma place. Et j'ai dit non, 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 ça va pas aider. J'ai besoin que vous restiez en tant qu'homme blanc pour modéliser qu'est-ce que c'est de demander les questions, d'écouter, de faire le travail. Donc, c'est pas la réponse, mais j'apprécie votre, en tant que femme blanche privilégiée, comment est-ce que je vise à peut-être laisser la place pour quelqu'un d'autre, à des dirigeants qui ont été exclus historiquement de positions de pouvoir. Mais si je ne le dirais pas explicitement que nous devons faire le travail nous-mêmes, alors je dis que c'est le travail. Et aussi, c'est le travail personnel qu'on doit faire. C'est lire. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas lu Caste, lisez-le. La fragilité blanche. Il y a des bons livres qui en parlent du sujet. Vous devez avoir cette conversation avec quelques-uns de vos amis de confiance. Comment naviguez-vous en tant que personne blanche avec le privilège en ce moment et comment essayez-vous de montrer une autre approche, un autre concept? La pire chose que j'avais, c'est les gens blancs privilégiés quand ils deviennent conscients et ils disent oh non, j'avais aucune idée, je ne savais pas, je ne peux pas être raciste. Oh non, non, c'est pas vrai. Je pense qu'on est tous racistes. Moi, je suis raciste. On est tous racistes. Il n'y a pas de façon de s'en sortir. Alors, mais faites le travail. Faites le travail ici parce que c'est vraiment le travail qui va nous amener de l'avant. Vous entendre de parler de ça, c'est vraiment, je crois que c'est les meilleurs. C'est ceux qui ne c'est ceux qui ne veulent pas toute l'attention et disent regardez-moi ou regardez tout ce que j'ai fait. Mais vous, c'est votre travail qui vous précède. C'est pas de prendre la place d'eux, mais vraiment de prendre la place à côté d'eux. C'est d'être un partenaire de, ceux qui veulent changer. C'est que historiquement, les problème historique pour que le changement arrive, c'est que je dois être à côté et pas à votre place. Et pour dire, moi, je viens de cette perspective, alors trouvons le milieu. Trouvons où on peut rassembler tous ensemble et les gens qui ne sont pas comme moi, les gens qui n'ont pas ces problèmes, comment ils s'éduquent, comment ils peuvent partir de ce parcours et dire et de faire partie de ça. On peut dire voilà les erreurs, voilà qui doit être changé. C'est comme ça qu'on va pouvoir
La suprématie blanche aussi, c'est de dire il y a beaucoup de bonnes ressources sur le privilège et je vais partager toutes les ressources avec vous parce qu'il y a des chroniques pendant des années et des années des Noirs, les femmes, les Autochtones, la communauté LGBTQ. Ils ont mis tous leur expérience sur papier, à l'écrit. Alors là, on a les ressources qu'on peut regarder pour pouvoir s'informer. Alors qu'on arrive à la fin, j'aimerais regarder la question. Ça peut être une situation de la souris qui se mange la queue. Alors, pour participer et partager leur expérience, on a parlé aussi de la confiance, mais vraiment, il faut voir que cette confiance n'est pas transactionnelle. Mais est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet sur comment s'assurer qu'on crée ces relations et cette confiance? Oui, qui a posé cette question? On ne se voit pas représenté dans le leadership. Et pourquoi c'est qu'il incombe à moi de mener ce changement? Je pense que ce que j'ai dit à d'autres qui m'ont posé cette question, c'est que je sais que c'est beaucoup de travail de faire ça et que la peur d'être vexé est énorme. Si vous êtes une personne racialisée et vous essayez de faire bouger quelque chose ou de bouger le pouvoir, alors vous pouvez vous sentir avoir la peur. Alors ça, c'est une peur réelle. Alors, c'est de trouver des alliés, d'autres personnes pour que vous ne sentiez pas toute seule à mener ce changement. Je veux juste dire que quand vous êtes PDG ou membre exécutif, vous avez beaucoup de travail et des fois, vous perdez la vue des choses. Mais ces gens qui prennent le temps de m'écrire directement, de m'envoyer un courriel pour dire, Joanna, je sais si ça, mais c'est pas bien, ou peut-être vous n'aurez pas dû dire ça ou ça. Quel cadeau! Merci tellement. C'était vraiment ça. C'était très brave de faire ça, peut-être, mais si vous fournissez ça de façon avec beaucoup de respect, 9 fois sur 10, les dirigeants vont vraiment apprécier. Je comprends que ça peut être un onus et peut-être vous avez pas un environnement de travail où vous avez cette confiance. Alors, surtout pendant la COVID et l'institution, ce travail qu'on essaie de faire pendant la COVID où on ne peut pas être un à côté de l'autre et pouvoir des conversations et nous regarder face à face et voir tout notre langage corporel. Alors, il y a beaucoup de confiance que ça va prendre. Alors, beaucoup de travail plus difficile va peut-être devoir attendre jusqu'à qu'on soit tous en bureau, mais c'est juste de vraiment prendre connaissance de tout le monde qui est là, parce que c'est très difficile d'établir la confiance par des courriels, par des textes, mais plus on fait pour créer une culture de conversation courageuse qui vont mener à une culture de plus de confiance, des cultures oui, il faut vraiment entreprendre les problèmes les plus controversés. Si c'est l'injustice raciale ou n'importe quoi, il faut vraiment, peut-être, je suis pas d'accord, mais c'est d'être, comment naviguer tout ça, comment naviguer le conflit en ce qui est la diversité dans les organismes. Mais il faut vraiment créer une culture de curiosité, de vraiment
de pas passer des jugements, de pas se fâcher. C'est très facile de juger. Et la curiosité est beaucoup plus, c'est une monnaie qui est beaucoup plus, a beaucoup plus de pouvoir. Et je pense que peut-être si l'écoute active, il n'y a pas assez de ça. L'écoute active, c'est des compétences qu'on doit vraiment accroître si on veut être des dirigeants dans notre communauté. Juste, il y a une question que je vais poser, c'est, je vais juste ajouter à ce que vous avez dit de créer des espaces pour la direction courageuse. En tant que personne racialisée comme une femme noire, souvent, on a vu dans une des diapositives avant c'est peut-être dire que lorsque, en tant que femme noire, en tant que groupe, quand vous entendez les histoires de groupe, veuillez les croire. N'essayez pas de les excuser ou de les mettre dans un bloc ou dans un contexte ou dans quelque chose qui rentre bien dans votre boîte, mais vraiment juste ouvrez votre esprit et écoutez-les bien et créez-les, croyez-les lorsqu'ils partagent leur histoire. Et c'est comme ça qu'on va faire croître la confiance culturelle. Merci, Johanna. Et juste la dernière question, c'est que une des raisons principales pour laquelle les gens sont rejoints aujourd'hui à nous, que vous avez touché souvent, en parlant aux outils pratiques en tant que ressources, que les ressources et les dirigeants peuvent utiliser. Qu'est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui, quel outil pouvez-vous proposer alors qu'on termine la session d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser en tant qu'organisme et équipe pour mener ce travail? Je pense qu'on veut tous l'adresse courriel de Ruth. Voilà, ma réponse rapide, c'est ma réponse de 10 secondes. Mais je crois que, alors que vous avez mentionné ça dans une conversation précédente, je pense que tout changement arrive à travers la conversation. Tout ce que les humains ont fait partout dans la vie pour initier, pour lancer le changement, est arrivé avec les conversations. Alors, d'avoir des espaces dans votre organisme pour avoir ces conversations. Et si vous ne pouvez pas faciliter ces conversations, peut-être faire venir un animateur pour animer ces conversations. Et je crois personnellement, je commencerai avec qu'est-ce que la culture qu'on veut créer et à quoi ressemble cette culture et comment notre expérience personnelle, comment nous, on va expérimenter cette culture. Et de là, on commence à travailler sur la politique. Et encore, c'est les livres. On a besoin de prendre le temps de faire le travail de notre côté et sur nous-mêmes. Mais j'ai entrepris beaucoup de processus de facilitation incroyables en Vancouver. Des Interactivists, c'est un autre groupe. Il y a tellement de groupes et votre groupe aussi. Peut-être, mais initiez-vous vraiment. Peut-être vous allez avoir un peu peur ou le craindre, mais c'est très intéressant. Et franchement, c'est là le moment. Voici arrivé le moment dans notre société que nos générations futures à l'avenir vont nous juger de comment on a géré ce moment, comment on a commencé à entreprendre la réconciliation, la décolonisation, la justice raciale pour tous et le bien-être pour tous. C'est à nous le travail.
Johanna, quelle bonne façon de faire sortir la conversation. Je pense que si je dis autre chose à ça, je vais enlever de vos mots brillants. Alors, c'était c'est pas vraiment un plaisir, mais c'était un grand honneur d'entreprendre ce parcours avec vous. Merci infiniment pour rentrer dans notre espace. Je veux juste partager des ressources de Harvard University. Si vous n'avez pas pris le test sur les billets, c'est un bon point de départ qui est gratuit. Il y a aussi la trousse d'outils de la diversité. Un groupe a créé le test, qui a créé le test, a aussi créé une politique. Aussi un livre de Joseph Shapiro. Johanna a mentionné ça avant. Moi, la suprématie blanche de Leila Saad. Si vous voulez regarder la peau, la race, et on va voir la liste de toutes les ressources en ligne. Alors, c'était un gros plaisir d'être là aujourd'hui. Merci tous pour prendre le temps. Et là, Tracy, je vous donne la parole. Bon, je dois dire que je me sens vraiment gratifiée de ces conversations aujourd'hui. Merci, Johanna. Merci, Ruth, de partager votre connaissance, votre expérience et surtout votre cœur. Et j'ai amassé tellement de remarques aujourd'hui de tout ce que vous avez dit et merci beaucoup de me faire passer par cette conversation, de ce parcours et aussi avec la discussion. Je pense que tous se sentent gratifiés d'avoir été ici aujourd'hui. Une chose qui me vient à la tête, c'est il faut être curieux, avoir de l'intention, être courageux, être là, être sensible et savoir que c'est très important de s'arrêter et de créer un espace, de croire et d'écouter. Alors, je vous remercie infiniment pour tout ce que vous nous avez donné aujourd'hui. On va aussi avoir une liste, on va dresser une liste de toutes les ressources dont vous nous avez fait référence sur la page web de notre site. Alors, là qu'on est tous ensemble virtuellement, j'aimerais vous remercier à tous d'être là. Et là qu'on continue notre parcours de l'avant, je veux vous rappeler que c'est très important de continuer cette conversation. Alors, veuillez, s'il vous plaît, aller sur notre page web des événements qui sont à venir. Et là, vous allez voir qu'il y a un événement qui arrive bientôt en juin. C'est un événement qui va aider votre parcours. Nous avons le 2 au 4 juin, c'est un événement. Alors ça, c'est pour parler du courage et tout le changement. S'il vous plaît, mettez ça sur votre calendrier. Et l'événement d'aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui va être enregistrée et va être sur notre site web. Je remercie à tout le monde qui était là, les orateurs, les interculteurs, les participants. On espère vous voir tous bientôt.